Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 19 décembre et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment parler de Strasbourg qui avait un match européen hier mais qui surtout est en train de faire une formidable campagne de Ligue Conférence à tel point qu'on peut nourrir légitimement de très belles ambitions. On parlera aussi stade avec le futur projet pour le Betis avec un élément contractuel assez intéressant du côté de Marseille et puis Marseille on en parlera également pour le Mercato puisqu'il y a une affaire de latéral qui pourrait se pointer au cours du Mercato estival et ce serait une belle opportunité. Et puis au milieu du journal, j'ai glissé un point sur Dybala. Ce bon vieux Polo n'est pas forcément dans l'actualité, mais on en parle peu dans l'Hexagone et sa situation du côté de la Roma n'est pas parfaite, mais elle mérite d'être intéressante. Donc je me suis dit que ce serait le bon moment pour en parler un petit peu. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. La France est un pays qui règne sur le football européen. Le PSG est très bien classé en Ligue des Champions, Lyon est au sommet de la Ligue Europa, Strasbourg est au sommet de la Ligue Conférence. C'est hyper surprenant de dire ça, mais c'est bel et bien une réalité. Et les Strasbourgeois peuvent se targuer de très bons résultats qui ont été encore actés hier avec une victoire 3-1 face au Breidablik. Quel nom absolument horrible à prononcer, j'arrive jamais à le retenir, j'en suis désolé. Mais attention au score trompeur parce que même si tu as 2 buts d'avance, eh bien le match s'est décidé à la toute fin de la rencontre et c'était quand même relativement tendu. Voici les compos qui étaient alignés et j'ai beaucoup apprécié Godot quand on est à son 3e but dans la compétition. On a du mal à le voir en Ligue 1, c'est pas forcément un joueur qui arrive à s'imposer dans l'effectif strasbourgeois, mais en Coupe d'Europe, il arrive à trouver sa place et puis l'homme du match, c'est évidemment ton piston. Nanasi, c'est un joueur qui a joué ultra haut, ultra offensif, il a animé tout le jeu dans le camp adverse et quand vous voyez un piston qui est positionné aussi haut, vous vous doutez que vous avez la possession et ça ressort dans les statistiques de la rencontre. 71% de possession pour Strasbourg, 22 tirs, mais tu as eu du mal à transformer ça en but car oui, même si tu as 3,56 buts attendus, ça s'est surtout décidé en fin de rencontre et il y avait un jusqu'à relativement tard, donc tu te demandais un peu à quelle sauce t'allais être mangé. Et cette victoire elle est importante, symbolique parce que ça te permet de terminer au sommet de la Ligue Conférence pour la première phase, celle de Ligue. C'est un parcours exemplaire de Strasbourg avec 6 matchs, 5 victoires et un petit match nul. Et quand je regarde les autres équipes engagées dans cette Ligue Conférence, je me dis que Strasbourg n'a déjà pas volé sa place, mais en plus t'as pas de géant, t'as pas un club comme Chelsea qui se retrouve là par hasard et qui va tout écraser. Donc je me dis que Strasbourg peut se mettre à rêver grand. Alors évidemment, le parcours va être encore long, le parcours va être difficile, mais Strasbourg peut légitimement espérer gagner cette Ligue Conférence, ce serait juste absolument énorme, une Coupe d'Europe en France supplémentaire, petite Coupe d'Europe certes, mais quand on voit que Strasbourg galère un petit peu en Ligue 1, déçoit un petit peu, je me dis que ce serait un sacré lot de consolation, mieux que ça, ce serait une saison de la consécration. Il va être adoré ou détesté, il va être le symbole d'un foot qui doit s'adapter pour certains et d'un foot qui va trop vers le business pour d'autres. Voici les visuels du nouveau stade du Betis qui a été annoncé. Alors c'est assez particulier parce que comme vous le voyez, on a de plus en plus de projets annexes au stade. On a des questions de boutiques, de centres commerciaux, de projets d'hôtellerie, mais alors là t'as l'impression qu'on a absolument tout réuni. J'ai l'impression que ça va être un bar très cool, j'ai l'impression que ça va être un resto très cool, j'ai l'impression que je vais pouvoir faire des boutiques très cool, mais j'aurais presque tendance à oublier qu'on va jouer au football dans ce stade. C'est un petit peu l'impératif qu'on a aujourd'hui autour du football. Tu te rends compte que les clubs sont des communautés, les stades sont des lieux de vie, et donc il faut réussir à exploiter ça au maximum. C'est en tout cas un projet qui a de la gueule en termes de visuel. Sur la philosophie du projet, chacun aura son avis, mais sur le visuel, franchement, ça rend bien. Après, attention à l'effet 3D. On connaît tous ces images de cabinets d'architectes qui rendent hyper bien sur le papier. Et en réalité, quand le projet sort de terre 10 ans plus tard, c'est un peu décevant. Mais bon, le stade du Betis avait bien besoin de ça, donc pressé de voir la suite. Le Vélodrome est sécurisé jusqu'en 2041, il y a une nouvelle convention qui a été signée entre l'OM et la ville de Marseille. La grosse nouveauté, c'est que tu vas pouvoir encore plus améliorer le stade. Tu as été autorisé à prévoir des travaux pour améliorer la sécurité, la capacité d'accueil, et en fait ça c'était crucial pour l'Olympique de Marseille. Même Pablo Longoria s'en est réjoui en disant que le stade avait finalement assez peu évolué au cours de la dernière décennie. Sauf que déjà que t'es pas propriétaire, si en plus t'es simplement exploitant du stade, il te faut un petit peu de
de visibilité avant d'investir des travaux là-dessus. Parce que autant le fait de pas être propriétaire, c'est pas dramatique. Du côté de Marseille, t'as pas 4 millions de clubs de sport d'une gigantesque importance. Tu sais que le Vélodrome, il sera toujours lié à l'Olympique de Marseille. Mais pour autant, si contractuellement t'as pas de visibilité, tu peux pas te lancer dans des choses ambitieuses. Or, le Vélodrome, c'est un lieu hyper important pour l'Olympique de Marseille. Question de rappeler un petit peu le potentiel de ce stade, parce qu'on a tendance à le banaliser en France alors que c'est une dinguerie. C'est la plus grosse influence de Ligue 1, avec cette saison une moyenne à quasiment 65 000 spectateurs. Non seulement t'as une grosse capacité, mais en plus t'as un gros taux de remplissage. Le Vélodrome, c'est vraiment une machine que même des grands clubs européens peuvent envier, parce qu'il y a du monde, il y a une ferveur, et il y a aussi une belle ambiance. Moi je trouve que c'est un très très beau stade de football, et ça devrait s'améliorer au cours des prochaines années, donc vraiment une bonne nouvelle pour Marseille, qui sait qu'il sécurise un locataire pour les prochaines années, et une bonne nouvelle pour le club qui va pouvoir se projeter un petit peu et améliorer le stade. Dybala est en train de disparaître. Alors Paulo Dybala, évidemment, c'était l'avenir du football argentin, sauf que désormais il a 32 ans et ce qui était censé être le passé du football argentin, c'est-à-dire Léo Messi, semble désormais éternel. La génération de Paulo Dybala est une génération qui a été sacrifiée, mais en même temps Dybala il peut s'en prendre qu'à lui-même, parce que même si c'est un joueur que j'adore, qui m'a fait rêver, c'est un joueur qui doit sa carrière relativement décevante qu'à lui, ou plutôt à ses blessures. Malheureusement, quand je dis qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même, je suis un peu sévère, parce qu'il n'a pas forcément le contrôle là-dessus. Il a fait des années qui étaient hyper impressionnantes du côté de la Juventus, et souvenez-vous, en 2022, il a débarqué à la Roma comme un héros. Sa présentation, c'était quelque chose d'historique, et il y a joué depuis pas mal de matchs. Le compteur affiche 124 matchs, 44 buts, c'est pas mal du tout, mais la saison actuelle, elle est très compliquée, et le joueur sera libre de s'engager où il veut cet été. Je commence à me poser des questions sur son avenir. Pourquoi on dit très compliqué ? Encore et toujours le même sujet, les blessures, regardez son temps de jeu, il se retrouve à être quasiment autant blessé que sur le terrain, et quand il est de retour, il goûte beaucoup au banc car il faut être prudent, et puis en retour de blessure, Paulo Dybala, il a peut-être un petit manque de confiance. Alors dans le jeu, je le trouve toujours aussi pertinent, mais devant les cages, il manque d'efficacité, ce qui fait que, ouais, aujourd'hui, t'as des interrogations sur Paulo Dybala. Et quand il va chercher un nouveau club cet été, s'il décide de quitter la Roma, t'auras un joueur libre qui a un talent énorme, qui te fait payer ton billet au stade tellement il est cool à voir jouer, mais tu auras également un joueur qui a un dossier médical qui pourrait faire peur même à Dr House, donc c'est quand même quelque chose d'assez touchy. Je suis pressé de voir la suite. Paulo Dybala, ça reste un joueur que je suis hyper content de voir évoluer dans le football moderne, mais ça restera également toujours pour moi une immense frustration. Marseille piste un latéral gauche marocain de talent selon Foot Mercato. On parle de El Karouani, un joueur de 25 ans qui est libre de tout contrat cet été, donc c'est une belle opportunité à saisir puisque sa saison elle a été remarquée, et on parle d'un joueur qui a une valorisation qui aujourd'hui monte à 15 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. On peut d'ailleurs être surpris de pas le voir avec la CAN, mais bon, côté Maroc, on sait que la logique de groupe est importante, c'est un peu comme l'équipe de France avec Didier Deschamps dans une moindre mesure, donc il aurait peut-être fallu un petit peu plus que ça pour se faire sa place, mais je trouve que c'est un joueur qui est hyper intéressant. Déjà cette saison, il délivre beaucoup de passes décisives, 11 en 22 matchs, mais c'est un profil qui est endurant, assez technique, plutôt orienté offensif. Je me dis que l'OM va avoir de la concurrence sur ce dossier, parce que bien évidemment, un joueur comme ça à 25 ans qui est libre de tout contrat, ça va attirer la convoitise, mais en tout cas le Maroc tient un joueur avec un bon potentiel. On sait que l'Olympique de Marseille a un vrai pouvoir d'attractivité auprès des agents libres. On sait que Benassia a réussi plus d'un coup en séduisant des joueurs qui sur le papier auraient pu prétendre à de très nombreux clubs. Moi, je me demande encore ce que ça donnerait en Ligue 1. C'est un joueur sur lequel j'ai pas mal lu de choses, mais je l'ai très peu vu évoluer. Donc franchement, affaire à suivre. Mais je pense que Marseille va nous surprendre au cours de cet été, comme chaque année, avec des dossiers hyper intéressants. Terminé pour le journal du jour. Cet après-midi, j'ai pas tranché le sujet, et à vrai dire, je suis tellement crevé que je me demande même s'il va y avoir une vidéo. Je pense vous faire une vidéo quand même, parce qu'il faut pas déconner, c'est pas encore mes jours de repos de Noël, j'en prendrai quelques-uns la semaine prochaine, je vous en reparlerai, mais j'ai des dossiers sur le feu, mais j'ai dormi 2 heures, je suis vraiment au fond du trou, je m'excuse si la forme était pas présente aujourd'hui, mais en tout cas j'ai pas mal de trucs qui me font envie. Hier je vous avais parlé de Gyökeres, un sujet où j'avais tourné le titre de façon un peu provocatrice en disant que tout le monde l'avait oublié, que la hype était passée. J'ai quelques
quelques joueurs comme ça. Là, je vous ai calé Dybala dans les news parce que j'ai pas envie d'en faire une vidéo dédiée d'analyse complète, mais des dossiers un petit peu hors de l'actualité, j'en ai pas mal et je me dis que c'est peut-être les bons moments pour les caser, donc on verra. En tout cas, je vous donne très probablement quand même rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre week-end, salut!